L'abbaye Saint-Pierre de Montmajour est une abbaye bénédictine fondée en 948. Elle se trouve à environ 4 km au nord-est du centre historique d'Arles, dans le département des Bouches-du-Rhône, France. Dès la fin du Xe siècle, elle devient l'une des abbayes les plus riches de Provence et le monastère se développe, entre le XIe siècle et le début du XVIIIe siècle, par la construction d'une série de bâtiments religieux et militaires. Abandonné à la fin du XVIIIe siècle, puis fortement dégradé après la Révolution, cet ensemble architectural fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1840, les bâtiments annexes étant classés en 1921. Histoire. Le nom de l'abbaye est attesté sous la forme latinisée Mons Majoris. Le Moyen Âge, sa fondation. En octobre 949, Theusinde, une femme de l'aristocratie bourguignonne qui a suivi Hugues d'Arles en Provence, également sœur du prévôt du chapitre Gontard, achète l'île de Montmajour qui appartient à l'archevêque d'Arles Manasseh, et en fait donation aux religieux qui y vivent. L'abbaye est fondée. Theusinde confirme sa donation en 977. Dès 960, de nombreuses autres donations sont effectuées en faveur de l'abbaye à l'époque de son premier abbé Mering, et de son premier prieur Ponce. Une donation particulièrement importante est celle de 961, effectuée par la comtesse Berthe, nièce d'Hugues d'Arles et épouse de Raymond, comte de Rouergue et marquis. Elle donne à la nouvelle communauté quelques-unes de ses propriétés, certaines situées à l'est du Rhône, in regno provincieux, et d'autres à l'ouest jusqu'au comté d'Agde, in regnum Gauci. En 963, signe de la prospérité et notoriété naissante de cette abbaye, le pape Léon VIII place le monastère sous son autorité directe. Son rayonnement. 2005, voulant être enseveli à Montmajour, Franco de Marignane, père de l'archevêque d'Arles, Ponce de Marignane, offre à l'abbaye, après son décès, une série de biens dont une manse dans la villa de Marignane, la moitié d'une dîme de la pêcherie de Beaulemont. Et en 1013, il offre également à Montmajour les biens de sa femme Gala de Beau, située sur Marignane. Mais en ce XIe siècle l'abbaye devient sur toute la nécropole des comtes de Provence. En 1018 a lieu l'inhumation du comte Guillaume II, en 1026, celle de la comtesse Adélaïde et en 1063, celle du comte Géoffroy. Tous les trois sont inhumés initialement dans la crypte du XIe siècle avant d'être transférés au XIIe siècle de la crypte au cloître. Construite sur un rocher entouré de marais par des moines bénédictins, la petite abbaye Saint-Pierre étend rapidement son influence à Arles et en Provence grâce à un vaste réseau de prieurés, jusqu'à 56 au XIIIe siècle, et au pèlerinage de la Sainte-Croix. Un 3 mai, probablement en 1019, le pèlerinage de Montmajour appelé Pardon de Montmajour est en effet créé. Ce pardon est institué sous l'abbé Lambert, lors de la consécration de la première église Notre-Dame, en cours de construction, par l'archevêque d'Arles Ponce de Marignane qui accorde à cette occasion la première indulgence historiquement attestée. Pendant tout le Moyen Âge, l'abbaye draine tous les 3 mai de nombreux fidèles de la région, jusqu'à 150 000 pèlerins d'après Bertrand Boisset, un chroniqueur arlésien de la fin du XIVe siècle. En 1426, on compte 12 à 15 000 pèlerins venant par le Rhône jusqu'à Arles, pour le pèlerinage de Montmajour. De plus, l'abbaye, réputée, reçoit de nombreux dons et vers 112 églises et prieurés dépendent d'elle en Provence. Du XIe au XIVe siècle, l'abbaye entretient avec la ville d'Arles des rapports conflictuels, en particulier en ce qui concerne les limites de son territoire, les marais et les droits de pêche et de chasse. Mais paradoxalement Arles, où l'abbaye possède 2 églises paroissiales, représente un marché financier et une cité où les moines trouvent leurs fournisseurs, marchands et artisans. Les Arlésiens constituent également pour le monastère un réservoir de main-d'œuvre. Au XIIIe siècle, l'abbaye de Montmajour est très riche et son abbé a le train de vie d'un grand seigneur. Toutefois à partir du XIIIe siècle, si le pardon de Montmajour continue d'avoir du succès, l'abbaye n'attire plus les aumônes des fidèles. Le début du déclin. En 1357, quand les grandes compagnies ravagent la Provence,
Puis entre 1389 et 1399, lors du conflit avec Raymond de Turenne, les moines menacent et protègent leur monastère par des ouvrages militaires, un mur d'enceinte aujourd'hui disparu et une tour encore appelée tour de Ponce de l'Orme, du nom de l'abbé. En 1405, l'abbaye perd l'indépendance de son abbatiat et se trouve rattachée à l'archevêché d'Arles. Ressurgit alors un long conflit avec son prieuré de Saint-Antoine en Viennois qui réussit même à s'annexer temporairement Montmajour en 1490. Les dissensions portent en particulier sur les reliques de Saint-Antoine disputées par les deux monastères. La querelle apaisée, l'abbaye est mise en commande et ses prieurés ne cessent de régresser. Beaucoup passent à d'autres ordres ou à des laïcs contraints sans se verser à l'abbaye mère. L'Ancien Régime. En 1593, lors des guerres de religion, l'abbaye est occupée par les soldats de la Ligue catholique et les moines doivent se retirer pendant 2 ans à Arles. À leur retour, ils retrouvent une abbaye dévastée. Au XVIIe siècle, l'archevêque d'Arles, Jean Jobert de Barreau y introduit la réforme bénédictine de Saint-Maur, mais il se heurte à une forte opposition des moines. Il doit faire appel en 1638, à des lettres patentes du roi l'autorisant si nécessaire à recourir à l'intendant de Provence, pour imposer le concordat de 1639. Les mristes prennent possession de ce monastère à la Saint-Michel 1639. Sous la direction des nouveaux moines, des extensions sont entreprises. Le lundi de Pâques 1703 l'archevêque d'Arles, François de Mailly pose la première pierre des nouveaux bâtiments conventuels de l'abbaye. En 1726, un incendie très important nécessite des travaux de reconstruction, dirigés par l'architecte Jean-Baptiste Franck. Le dernier abbé de Montmajour est le cardinal de Rohan, connu par l'affaire du collier de la reine. L'abbaye est sécularisée en 1786. Les temps modernes à la Révolution, l'ensemble monastique est vendu comme bien national. Les bâtiments, pour la plupart fort dégradés ou partiellement détruits, sont rachetés par la ville d'Arles en 1838. L'abbaye est classée monument historique à partir de 1840 et les bâtiments restaurés sous le Second Empire, sous la direction d'Henri-Antoine Révoil. Depuis 1945, l'abbaye est propriété d'État. L'ensemble de Montmajour est composé d'un ermitage, XIe siècle, essentiellement représenté par la chapelle Saint-Pierre, d'un couvent de type médiéval, XIIe siècle et XIIIe siècle, le monastère Saint-Pierre, d'un donjon défensif, XIVe siècle, la tour de l'abbé Ponce de l'Orme et d'un édifice classique, début XVIIIe siècle, le monastère Saint-Maur. La première église Notre-Dame aujourd'hui disparue, est édifiée, côté est, entre 1016 et 1069, peut-être à l'emplacement de l'église du XIIe siècle. Les documents du XIe siècle évoquent des constructions nouvelles. Le moine et historien bénédictin de Montmajour, dont Chanteloup, indique, dans un texte dont l'original a été perdu et qui mentionne l'année 1016, une basilique en l'honneur de Marie la Mère du Seigneur. Un autre texte conservé à la bibliothèque d'Arles institue le jour de l'invention de la Sainte Croix, à laquelle une crypte est consacrée. Il s'agit d'un pardon dont les aumônes étaient destinées à la construction de l'église Notre-Dame. Cet acte, non daté, mais souscrit par l'archevêque d'Arles, Réimbaud de Reillanne 1030-1069, est postérieur à la consécration de la crypte effectuée par son prédécesseur Ponce de Marignane, 1003-1029, un 3 mai probablement en 1019, à la demande du 7e abbé de Montmajour, l'abbé Rambert. L'église Notre-Dame est donc en cours de construction en 1016. Elle reçoit dès 1018 le corps du comte Guillaume II qui y est inhumé dans ses fondations, ainsi qu'en 1026, le corps de la comtesse Adélaïde, la femme de son père le comte Guillaume Ier. L'acte de fondation du pardon de Montmajour indique qu'entre 1030 et 1062, l'église Notre-Dame est toujours en construction. En revanche, en 1069, date de l'acte par lequel l'archevêque d'Aix, Rostin, renonce à des biens en faveur de Montmajour, l'église de Notre-Dame est terminée. Cet édifice appartiendrait donc à la vague de construction du XIe siècle, presque totalement disparu lors des reconstructions du XIIe siècle. Montmajour, l'église Saint-Pierre, XIe siècle. Il est constitué pour l'essentiel d'une chapelle smith-troglodyte,
installée sur le flanc sud de la colline de Montmajour entre 1030 et 1050, et représente le plus ancien témoin architectural du site. Cette datation résulte de la comparaison stylistique des 12 chapiteaux avec ceux du cloître de l'abbé Ardin à Tournu datés entre 1028 et 1052. Ces chapiteaux, de style corinthien, pourraient provenir de deux ateliers, celui de Montmajour, Venasque et celui de Saint-Victor de Marseille, Vaison-la-Romaine. Cette présence de chapiteaux corinthiens annonce la résurrection des chapiteaux corinthiens antiques au XIIe siècle en Provence. D'une manière générale, le décor sculpté est remarquable par la persistance d'éléments stylistiques carolingiens associés à des motifs, tels les rosaces et palmettes, proches de l'art roman. La chapelle, précédée d'un vestibule utilisé pour des inhumations rupestres, comprend deux vaisseaux parallèles dont celui du fond, le plus ancien, est intégralement taillé dans la roche. C'est un mode de construction traditionnel en Provence calcaire, où un élément bâti en appentis contre la paroi naturelle s'ajoute à la partie troglodytique de l'édifice. Même s'il est de faible dimension, le vaisseau méridional, couvert d'une voûte en berceau, est une véritable église avec nef, travée de chœur et abside semi-circulaire. Le mur sud présente des arcatures appareillées retombant sur des colonnes à chapiteaux encadrant, pour chaque travée, une fenêtre ouvrant sur le jardin. La menace d'écroulement de ce mur dominant la plaine a nécessité, au fil des âges notamment au XVe et XVIIIe siècle, la pose de puissants contreforts qui compliquent la vision chronologique des modifications apportées depuis le XIe siècle. En face, la liaison avec le vaisseau rupestre se fait par trois grandes arcades retombant sur de robustes piliers carrés, aux angles cantonnés d'une colonne à chapiteaux décorés. Toutes les colonnes sont des remplois, souvent antiques, alors que les chapiteaux, d'origine, ont en commun d'énormes rosaces, des corbeilles végétales ou d'entrelacs torsadés, des astragales aux rubans de dents de loup, qui évoquent le cloître de Saint-Philibert de Tournu, décoré avant 1056. La chapelle Saint-Pierre renferme la pierre tombale du comte de Provence Géoffroy, mort en 1061 ou 1062. Un étroit passage conduit à une sorte de grotte naturelle figurant, aux yeux de certains, les cellules des premiers ermites. On trouve également la chaire de saint Trophimée, dans un réduit éclairé par une lucarne, son confessionnal. Même si la chapelle Saint-Pierre a été vandalisée en juillet 1976, sa restauration est en voie d'achèvement fin 2012. Le monastère Saint-Pierre. Même si leur mise en œuvre a été bien sûr échelonnée dans le temps, le cloître, comme la salle capitulaire et la section réfectoire-dortoir, fait partie avec l'abbatiale Notre-Dame du plan d'ensemble originel. En témoignent les murs communs entre ces éléments se contrebutant les uns les autres, notamment le mur séparant les deux travées de l'église du chapitre d'abord, puis du début de la galerie nord, et se prolongeant tout le long de cette aile en montrant sur sa face nord les piles en attente pour les trois travées de nef projetées, mais non encore réalisées et qui ne le seront jamais. L'église abbatiale Notre-Dame. Notre-Dame a été édifiée en deux campagnes, entre 1130 et 1150 puis entre 1153 et 1182, la crypte et la partie nord étant construites en premier. Un texte rapporté par des historiens du XVIIe siècle, mais dont l'original est aujourd'hui perdu, signale l'entrée des moines dans l'église en 1153. Cette date marquerait donc la fin de la première campagne. Toutefois l'église n'est pas achevée, probablement en raison de problèmes techniques liés à la déclivité du terrain ou à cause de difficultés financières. Complétée au XVe siècle par deux autres chapelles adjointes au nord, l'ensemble de l'église Notre-Dame, contemporain de la cathédrale Saint-Trophime d'Arles, est resté en bon état et a été peu affecté par les restaurations entreprises dès le XIXe siècle. Cette église abbatiale placée sous le vocable de Notre-Dame a été édifiée probablement à l'emplacement de la première église sur le versant nord de la colline, la déclivité du terrain se trouvant compensée par la présence d'une crypte, véritable église inférieure, servant de fondation à l'église haute. La crypte Saint-Benoît. Elle a très probablement joué un rôle liturgique lié au pèlerinage de la Sainte Croix, jusqu'à la construction de la chapelle dédiée de même nom. Adaptée à la configuration du terrain, elle est presque entièrement troglodytique du côté sud alors qu'à l'opposé elle repose sur de fortes substructions.
Cas unique en Provence, elle présente un plan concentrique avec un transept, muni de 2 absidioles orientées, ouvrant sur une rotonde centrale entourée d'un déambulatoire desservant 5 chapelles rayonnantes, un des chefs d'œuvre architecturaux de Montmajour. Ce déambulatoire est un couloir semi-circulaire haut et étroit dont la voûte assisée en berceau continu aspire le regard grâce à la concavité de son volume courbe à peine distrait par les corbeaux ayant servi à porter les cintres d'échafaudage. Au centre de la nef une travée rectangulaire conduit à la rotonde, coiffée d'une coupole, et dont les épais murs sont percés de 5 baies en plein cintre ouvertes chacune dans l'axe des 5 chapelles rayonnantes, conférant à l'ensemble une transparence symbolique imprégnée de mystère. Chacune de ces chapelles ou absidioles constitue un petit sanctuaire miniature avec son petit autel secondaire au centre d'une brève travée de chœur en berceau ouvrant sur l'abside principale voûtée en cul-de-four. Elles sont logées chacune dans un saillant rectangulaire de la couronne extérieure polygonale et reçoivent les premières lueurs du jour pour éclairer leur autel grâce à une étroite fenêtre axiale. Dans toute cette église basse, on ne peut qu'admirer l'extrême qualité de l'appareillage, avec la finesse des layages, ses tailles pointillées ou en feuilles de fougère, mais c'est surtout dans le transept que s'impose un art de bâtir hérité du mode de construction des grands monuments gallo-romains provençaux. Du côté sud ce transept a été creusé dans la roche dont le front de taille est resté brut sur les parois, alors qu'au nord il repose sur de massives fondations, accrochées au flanc de la colline, remarquable par la spectaculaire inégalité de largeur des 4 arcs doubleaux supportant les voûtes. Leur épaisseur croît, en effet, de façon importante depuis le sud où le premier, ancré directement dans le roc, n'a qu'1 mètre de large, jusqu'au 4e, à l'extrême nord, qui atteint 3,80 m. L'église haute, caractéristique de l'architecture romane provençale à son apogée au milieu du XIIe siècle, simplicité du plan, plénitude des volumes, nudité des parements pratiquement sans décor, puissance des murs gouttereaux doublés de profondes arcatures, élégance des voûtes en berceaux légèrement brisés et renforcés de doubleaux à ressauts retombant sur des piles cruciformes à arêtes vives, cette vaste église à nef unique de presque 14 mètres de large devait originellement comprendre 5 travées, mais, pour des raisons financières, 2 seulement furent réalisées, restreignant quelque peu ses impressionnantes proportions pour un édifice roman. Son abside, de plan semi-circulaire, au diamètre égal à la largeur de la nef, est remarquable par sa couverture en cul-de-four magnifiquement appareillée et sous-tendue par 5 nervures très plates issues du cordon de la naissance de la voûte et s'amortissant en demi-cercle contre le bandeau de la travée du chœur. Afin de se protéger du redoutable Mistral et de ne pas affaiblir les murs nord édifiés sur la crypte, toute la façade nord est aveugle et les 3 larges baies en plein cintre et brasées vers l'intérieur et éclairant le chœur sont disposées asymétriquement de part et d'autre de l'axe médian, 2 au sud-est, l'autre au nord-est. Illustrant une fois de plus l'influence des modèles antiques sur l'architecture romane provençale, la travée de chœur, logée entre l'abside et l'arc triomphal, comme souvent en Provence, et comme dans les salles chaudes des thermes romains arlésiens, est singulièrement étroite. Le transept, relativement court et étroit, comporte sur chacun de ses croisillons une absidiole orientée, semi-circulaire voûtée en cul-de-four. Au sud 3 portes donnaient accès au logis abbatial aujourd'hui ruiné et au cimetière rupestre, à l'escalier à vis menant au clocher, et à la salle capitulaire, seul passage encore en service. Le croisillon nord s'ouvre sur une chapelle gothique, édifiée en hors-œuvre au début du XIVe siècle, sous le vocable de Notre-Dame la Blanche du nom d'un groupe en marbre représentant entre autres la Vierge dont on peut encore voir quelques vestiges. Elle fut construite pour abriter la sépulture de l'abbé Bertrand de Maussan, dont les armes sont sculptées sur l'enfeu adossé au mur nord et sur la clé de voûte, ainsi que celle de sa sœur, dont le tombeau est adossé au mur ouest. Dans la tombe de l'abbé furent trouvées en 1799, une crosse du XIIIe siècle dont la volute représente l'Annonciation, et un ciboire de la fin du XIIe siècle signé Maître Alpet, tous 2 exposés au département des objets d'art du Louvre à Paris. Dans le mur ouest de cette chapelle, une porte permet d'entrer dans 2 chapelles en enfilade,
Bâtie au XVe siècle sur le flanc nord de la nef par la famille arlésienne de Loailles, la première ayant servi par la suite de sacristie avec un beau lavabo en pierre du XVIIIe siècle et la seconde ayant abrité le trésor des chartes de l'abbaye, malheureusement rongé par l'humidité dès le XVIIe siècle. La croisée du transept, de plan Barlon, rectangle assez allongé, à cause de la grande largeur de la nef, a été remontée au XIIIe siècle comme le prouve sa voûte d'ogive dont la clé s'orne d'un 4 feuilles ou quadrilobe avec au centre un Christ bénisseur, et qui retombe sur 2 colonnettes surmontées de chapiteaux gothiques à crochets, seuls éléments de décoration tardive de l'église avec les colonnes voisines supportant l'arc triomphal. Au sud, sa partie haute a été percée de 2 larges baies éclairant largement l'emplacement jadis occupé par le maître-autel, ceci à l'époque, vers 1180, de la construction de la salle capitulaire et de la galerie nord du cloître qui a entraîné l'obturation des ouvertures primitives du flanc sud de la nef. D'ailleurs une ligne de reprise d'ouvrage, visible sur le premier pilier nord de cette nef, indique que 2 campagnes successives ont été nécessaires, vers 1150 crypte, abside et croisillon nord, puis avant 1180 croisillon sud et 2 travées de la nef ainsi que le mur provisoire fermant l'église à l'ouest devenu définitif par manque de moyens financiers. Le cloître et les autres bâtiments conventuels. Le cloître, précédé à l'est de la salle capitulaire, s'insère dans l'angle formé par le bras sud du transept et la nef. Il adopte la forme d'un rectangle de 24 mètres sur 27 et ses galeries spacieuses, 4,30 mètres de large, délimitent une cour centrale abritant une citerne, accessible par un puits, recueillant l'eau de pluie collectée par l'impluvium formé par des dalles de toiture imbriquées. Chaque galerie du cloître, voûtée en berceau, est divisée en 3 travées par des arcs doubleaux s'amortissant sur des consoles sculptées, éléments les plus authentiques subsistant de nos jours du décor roman originel. Chaque travée s'ouvre sur le patio par une large baie, encadrée, sauf au sud, de fortes piles de sections rectangulaires plaquées de panneaux aux longues cannelures, et étayées par une arcature en plein cintre soulignée d'une archivolte et retombant sur des colonnettes géminées reposant sur un haut mur bahut, quadruple au nord et au sud, triple à l'est, l'aile ouest ayant quant à elle perdu cette disposition originelle au XVIIIe siècle. Le tout est doublé à l'extérieur, selon une disposition assez fréquente en Provence, d'un grand arc surbaissé bandé entre des piliers massifs encore renforcés par des contreforts externes comme on peut en voir dans les cryptoportiques du forum arlésien. En fonction des études stylistiques et historiques, il est possible de dater le cloître et sa construction. Le cloître est construit entre 1140 et 1290 et se trouve pratiquement terminé en 1182. La galerie nord, le début de la galerie et la salle capitulaire auraient été terminés avant 1182. La galerie ouest suivrait de peu et précéderait l'achèvement de la galerie et, enfin, la galerie sud serait la plus tardive et aurait été achevée au cours du XIIIe siècle. Toutefois, le décor de ce monument reste inachevé à l'époque romane et se poursuit tout le long du XIIIe siècle et du XIVe siècle. Enfin, le cloître est restauré au XIXe siècle par Henri Révoil une première fois en 1865-1866, puis en 1872-1873. La galerie nord, la plus ancienne, a donc été édifiée lors de la deuxième campagne de construction en même temps que la nef de l'abbatiale, la salle capitulaire et la majeure partie de la galerie orientale. Sur le plan stylistique, son décor s'apparente beaucoup à celui du cloître Saint-Trophime d'Arles, avec la même ambiance antiquisante, caractéristique du XIIe siècle arlésien. Près de la porte menant à l'abbatiale, un amphitheâtre de style flamboyant abrite le tombeau de l'abbé Jean Hugolène, mort en 1430. Au sol on peut remarquer d'autres éléments funéraires, dalles du XIIIe siècle, pierre tombale de Don Victor Capucci, mort en 1621, infirmier de l'abbaye, dalles portant la date de décès de religieux mristes des XVIIe et XVIIIe siècles. La galerie orientale s'ouvre avec l'amphithéâtre des comtes de Provence, sous un fronton à 2 rampants, un arc segmentaire orné de fleurons retombe sur 2 chapiteaux à tête de monstre. Celsius et là qu'a été déposé en 1182, la dépouille du comte de Provence Raymond Béranger III,
Mort le 5 avril 1181, rejoint par les restes de Guillaume et Adélaïde, bienfaiteurs du monastère, comme probablement ceux de Geoffroy Ier, tous trois préalablement inhumés dans la toute première église Notre-Dame. On y trouve également les seuls chapiteaux romans épargnés par les saccages successifs, à décor végétal, comme ceux du cloître Saint-Trophime, hormis celui représentant la tentation du Christ, en face de la porte de la salle capitulaire. La voûte de la travée la plus méridionale est traversée par un curieux arc, XIVe siècle, sans fonction porteuse, creusé d'une gouttière, et qui est en fait un petit aqueduc conduisant une partie de l'eau recueillie par l'impluvium vers une citerne extérieure au cloître près de la tour donjon. La salle capitulaire, parallèle au bras sud du transept, est un long rectangle, à moitié rupestre, paroi méridionale et orientale, éclairée au sud par un grand oculus, communiquant au nord avec l'abbatiale. Elle est couverte d'une voûte en berceau soutenue par trois doubles reposant sur des consoles sauf celui du centre s'amortissant sur un pilastre. La galerie ouest, profondément remaniée au XVIIIe siècle afin de pouvoir supporter les deux étages prévus par la reconstruction mriste, a néanmoins conservé son ordonnancement intérieur, mais perdu sa belle façade sur cour. Les trois baies à triple arcature sur colonnettes géminées ont été remplacées par trois hautes fenêtres encadrées de massifs piliers fortifiés par des contreforts extérieurs. Heureusement, la voûte et son décor roman ont été préservés, notamment les consoles évoquant les quatre éléments, Mistral pour le vent, lune, soleil, feu, mais aussi la lutte contre le péché, bête féroce dont la fameuse Tarasque, évocation provençale de Jonah et la baleine. D'autre part, sur le mur du fond, des graffitis médiévaux ont été mis en évidence par Albert Hillouz en 1994, différents navires du XIIIe siècle et des chevaux. À l'extrémité nord de cette galerie on trouve un modeste autel de pierre, seul vestige d'un espace dédié à la Vierge Marie. D'autres bâtiments conventuels et leurs annexes, adossés à cette galerie, ont disparu lors de la reconstruction mriste afin d'aménager la liaison avec le nouveau monastère Saint-Maur. La galerie sud, de construction plus récente, si elle conserve une structure romane, diffère des autres par ses éléments décoratifs. Les consoles arborent un bestiaire plus réaliste, âne, singe, dromadaire, aigle. Les arcs doubleaux d'angle retombent sur des colonnes dont le fût porte une bague. Les chapiteaux décorés de feuilles de chou ou historiés sont taillés 2 par 2 dans un même bloc de pierre, et datent de la deuxième moitié du XIVe siècle, probablement contemporain du bâtisseur de la tour donjon, l'abbé Ponce de Lorme, moine de l'abbaye marseillaise Saint-Victor. Les chapiteaux historiés rappellent par leur thème, Annonciation, couronnement de la Vierge, Pentecôte, repas chez Simon le lépreux à Béthanie, combat de chevaliers, ceux des galeries gothiques du cloître Saint-Trophime. Au-dessus de la porte de l'escalier à vis menant au dortoir, on remarque les armoiries du cardinal Pierre de Foix, archevêque d'Arles et abbé de Montmajour de 1450 à 1463.